Allô, cher auditoire, c'est Marie. Avant qu'on commence l'épisode, je veux juste vous dire qu'il est question de grossophobie et d'alimentation, c'est le thème. Donc, on va parler un peu de régime alimentaire, on va parler un tout petit peu de troubles du comportement alimentaire, puis d'expérience personnelle de grossophobie. Fait que voilà, ça fait partie du contenu de l'épisode. À vous de voir si vous êtes confortable d'écouter ça ou pas. Salut Catherine! Salut Marie! Est-ce que tu dirais que ta relation avec l'alimentation est compliquée? Je dirais qu'heureusement, elle l'est de moins en moins. Mmh. Puis toi, est-ce que c'est compliqué, ta relation avec l'alimentation? Ben, je dirais la même chose que toi. Ça a déjà été ardu, puis ça l'est encore, comme surtout quand c'est des journées où j'ai moins d'énergie, là. Des fois, Mmh. m'alimenter, ça a l'air d'être l'affaire la plus difficile au monde, mais de manière générale, il y a eu une énorme amélioration depuis comme les 3-4 dernières années, je dirais. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Aujourd'hui, on poursuit la discussion qu'on a commencée au dernier épisode au sujet de la grossophobie. Donc, dans le dernier épisode, on a vraiment parlé de la grossophobie en lien avec la mode, puis l'habillement, les vêtements. Puis dans cet épisode-ci, on vous propose de l'aborder plus sous l'angle de l'alimentation. Donc, la structure de l'épisode d'aujourd'hui va être un petit peu différente qu'à l'habitude parce que on va vous proposer de commencer dans une pataugeoire, mais qui est quand même un peu profonde. Puis après ça, on va aller en eaux profondes qui ont des tendances pataugeuses. Ben, finalement, on vous propose un épisode spécial piscine hors terre. Yes! On va laisser passer les rires. Donc, plus sérieusement, le menu de l'épisode, ben, on va commencer en pataugeoire en parlant de comment la culture des régimes a fait partie de nos vies depuis notre tout jeune âge. Et en deuxième partie, en eau profonde, on va vous proposer une entrevue avec Julia Lévy-Ndejourou, qui est une diététiste nutritionniste qui a une pratique inclusive à l'égard du poids. Puis dans le dernier segment, on va élaborer sur des idées qui nous sont venues en écoutant l'entrevue, puis vous recommander quelques ressources intéressantes en lien avec l'alimentation. Catherine et moi, on est des filles de la banlieue, on est à l'aise avec les piscines hors terre. Alors, bienvenue, mettez votre petit costume de bain, dépliez l'échelle, puis on s'en va faire du courant. Fait que, plus sérieusement, on est en pataugeoire pour examiner, un peu faire une espèce de mise en contexte avant que vous écoutiez l'entrevue. Euh, Tu sais, pourquoi c'est un sujet qu'on trouvait important, tu sais, duquel traiter? Moi, c'est sûr que j'ai un historique, tu sais, par rapport à mon alimentation, comme certains troubles du comportement alimentaire. Je considère que je vis dans un corps gros. Fait que tu sais, il y a quelques années, moi, j'ai fait une démarche consciente, tu sais, pour aller mieux à ce Mhm. niveau-là, tu sais. Puis c'est ça, j'avais envie qu'on parle de, tu sais, c'est comment s'alimenter dans le monde d'aujourd'hui quand on est quelque part sur le spectre de la féminité, parce que ça peut être vraiment mêlant, tu sais. Puis peut-être qu'on peut commencer cette exploration-là en regardant un peu, tu sais, c'est quoi les gros messages qu'on a reçus par rapport à l'alimentation, tu sais, depuis notre enfance, puis c'est quoi les affaires problématiques qu'on a retenues, puis desquelles il a fallu qu'on fasse le choix conscient de se déprogrammer pour, ben, premièrement, pour aller bien, puis deuxièmement, pour comme arrêter d'opprimer les gens gros, tu sais. Fait que Effectivement. toi, Catherine, c'est quoi comme
un message marquant que tu as reçu en grandissant par rapport à l'alimentation, puis l'effet que ça pourrait avoir sur ton corps? Ben, moi, c'est sûr que j'ai grandi dans une famille où il y avait, beaucoup, tu sais, si je pense à comme mettons mes parents, mes grands-parents, tu sais, il y avait plusieurs personnes grosses. Puis fait que Mmh. l'idée de vouloir perdre du poids, il me semble que ça fait comme c'était comme le tu sais, c'était un peu comme l'affaire de base, là, tu sais. Normalement, tu es gros, tu Ouais. devrais vouloir perdre du poids, là, c'était comme l'idée reçue. C'est comme Hem le deuxième sujet de small talk le plus populaire après la météo. Ben, c'est ça exactement. Tu sais, moi, j'ai des souvenirs de comme, tu sais, ma mère qui a toujours voulu perdre du poids puis qui a comme suivi différents régimes. J'ai jamais senti comme de pression nécessairement de sa part, mais c'était quand même comme puis tu sais, je pense que ça allait au-delà de ma famille, tu sais, il y avait comme une volonté de on devrait vouloir perdre du poids si on est quote unquote «en surpoids» ou au-delà de notre poids santé, ce que j'ai pas mal toujours été toute ma vie, tu sais. Hem Puis j'ai vraiment des souvenirs clairs, tu sais, je passais beaucoup de temps chez ma grand-mère quand j'étais jeune, tu sais, mettons autour de 9, 10, 11 ans, tu sais, puis j'ai des souvenirs de, tu sais, elle que dans son dîner, c'est genre, un petit morceau de fromage, Mmh. des petits raisins, puis genre une Nutribar ou tu sais les barres comme substitut de repas là, au chocolat qu'elle coupait en petits morceaux puis qu'elle mangeait, tu sais, comme je la vois super bien dans ma tête. Puis j'ai des souvenirs d'avoir comme probablement demander qu'est-ce que ça comme tu sais, je veux dire quand tu es enfant, c'est attrayant là, ça ressemble à une barre de chocolat là, tu sais. Fait que tu sais, d'avoir comme voulu y goûter, puis d'avoir tu sais, j'ai encore le goût puis la texture de ces barres-là, tu sais. C'était fucking Puis dur. oui, oui, ben c'est ça, c'était comme bizarre, c'était pas en tout cas, c'était pas agréable, tu sais, c'est ça, fait que d'y avoir goûté puis d'avoir fait puis ma grand-mère qui m'explique que: «Ah oui, ben c'est une barre, c'est son repas», tu sais, puis, ça Mmh. remplace son repas, tu sais. Puis de manger ça puis de faire: «Ouais, c'est pas ben intéressant». Puis plus tard, j'ai aussi des souvenirs, qu'elle a, tu sais, commencé, dans ces années-là, c'était beaucoup Mince à vie qui était à la mode, Mmh. qui avait sorti, là, des programmes, de nutrition, mais qui avait aussi un truc pour compter des points à la Weight Watchers, là, tu sais. Fait que je me souviens qu'elle m'ait comme expliqué comment ça marchait, puis comme comment compter les points, puis que je l'avais essayé, tu sais, ce qui est quand même un peu whack pour tu sais, j'étais enfant, là, Mmh j'avais mh. probablement 10 ans, mais en même temps, j'ai vraiment Wow, pas un tu jeune. souvenir c'est ça, mais j'ai pas un souvenir de genre, c'est ma grand-mère qui m'a assis puis qui a dit: «Catherine, faut que tu maigrisses, Mmh. voici, je vais t'expliquer comment tu vas maigrir», mais probablement que c'est moi qui était curieuse puis qui a fait: «Hey, ça a l'air d'un cahier d'activités, je peux-tu en avoir une page moi aussi? Je peux-tu Mmh. l'essayer?» tu sais? Je suis sûre que c'était ça, fait que je je reviens sur tu sais, j'ai comme la chance d'avoir des souvenirs vraiment naïfs de ça, là. Mmh. Puis mais en même temps, je me dis de grandir avec des adultes qui sont insatisfaits de leur poids puis qui veulent maigrir, c'est clair que ça a eu un impact sur moi, tu sais, puis que j'ai eu l'impression pendant après ça à l'adolescence de me dire souvent: «Ah ben là, faudrait que je me prenne en main, puis que je perde un peu de poids, que je perde la petite bédaine que j'ai», tu sais, mais Mmh. comme on dirait que j'ai eu la chance justement, tu sais, d'avoir une vision naïve puis, pas beaucoup de motivation, tu sais, à entreprendre un régime. Je pense que j'ai jamais entrepris un régime, mais j'ai souvent eu l'impression qu'il faudrait que je fasse un régime, tu sais. Mmh. Et ça, en étant comme un poids qui était pas tu sais, je pense pas que je pouvais me qualifier tu sais, je pense pas qu'à l'adolescence, j'étais grosse, mais j'avais nécessairement mais c'est aussi le fait que je suis grande. Fait que le fait que je suis grande, je suis nécessairement plus pesante que mes amis en partant. Hem, mais c'est ça, tu sais, j'étais comme un peu moyenne, un petit peu élevée, mais en tout cas, c'est Mmh. fucked up, là. Puis il y a comme 2 affaires qui montent à t'entendre, parler de ça. Premièrement, j'imagine que c'était comme beaucoup plus prévalent chez les femmes de ton entourage, cette Ah oui! préoccupation-là pour le poids? Oui, oui, parce que, tu sais, mon grand-père, il était gros puis ça intéressait personne. Je veux dire, Mmh. j'ai jamais Mmh. j'ai pas le souvenir. Je me souviens, il y a eu plus eu un talk sur quand mon grand-père a perdu beaucoup de poids, mais c'était beaucoup lié à des périodes où il a été malade, tu sais. Mmh. Puis je me souviens juste que ça l'avait comme vieilli, là, ça avait tellement vieilli sa face, mais c'est ça, tu sais, c'était une perte de poids liée à la santé, mais avant ça, on se disait pas: «Ah oui», ben, en tout cas, j'entendais pas ça, là, qu'il Mmh. fallait qu'il maigrisse, là. Puis une autre affaire qui m'est venue, c'est
sais, on a eu souvent des discussions ensemble de, tu sais, du fait qu'on a grandi queer, puis qu'on savait Mmh. pas nécessairement comment se nommer comme tel. Est-ce que tu te sentais comme en dehors de l'expérience féminine typique du fait de ne pas, tu sais, de décider de ne pas suivre une diète, par exemple? Peut-être parce que, tu sais, je sais puis je sais qu'on tu sais, qu'il y avait beaucoup de messages sur les diètes, puis tu sais, c'était mettons dans les magazines qu'on lisait adolescente, tu sais, Mmh. c'était encore à l'époque où, tu sais, on proposait des diètes dans les magazines, mais je pense que je prenais ça tout comme le contenu sur le maquillage, c'est-à-dire que je m'en crissais, puis je me sentais Mmh. toujours un peu inadéquate dans ma féminité, mais j'étais assez chill avec ça, fait que je pense que ça faisait partie des Mmh. affaires de la féminité qui m qui me concernait pas drôlement là, comme Ouais, que ouais, j ouais. ça m'atteignait pas. Puis je compare ça au maquillage là, tu sais, pour moi le maquillage, j'étais comme: «OK», tu sais, à la limite, j'allais lire l'article puis j'étais comme c'est comme si je lisais, la réalité d'une personne, qui Mmh. qui vit, heu, qui vit dans un pays complètement différent du mien, là. C'est intéressant. Moi, je dirais que j'ai une expérience qui ressemble à la tienne, mais qui est Mmh. pas, pareille, tu sais. Tu as nommé les magazines, tu sais. Moi, le souvenir que j'ai en feuilletant soit des magazines pour ados, puis dans Mmh. mon cas, c'était des magazines américains, fait que c'est genre Seventeen, YM, là, j'ai été abonnée à YM pendant un bout. Hem, puis les magazines de ma mère que je feuilletais, mettons, dans la salle Mmh. de bain, tu sais, fait que là, Coup de pouce, Elle, Ouais. Châtelaine, des affaires de même. Fait que c'était des messages comme destinés aux ados, puis d'autres messages destinés aux adultes. Fait que, j'étais pas obsédée par l'idée de perdre du poids, mais je vivais une grande insatisfaction par rapport à mon corps puis mon apparence en Mmh. général. Ouais. Puis, hem, je pense que je manquais, puis I guess heureusement, je manquais de motivation. Tu sais, je voyais plein de conseils, tu sais, comme des genres de hacks Mmh. alimentaires, comme, heu, je me rappelle à un moment donné, c'était comme, il y avait beaucoup de conseils, surtout dans les magazines américains, genre: «Si tu vas au fast-food, qu'est-ce que tu dois manger?» Genre, mettons, commande le chili chez Wendy's au lieu de la frite, remplace tes M&M normales par des M&M aux peanuts, genre, Ouais, comme des ouais, affaires de ouais. même. Très, très axé sur la consommation, là, mais Ben oui. tu sais, ou comme, dans les magazines québécois, c'est comme: «Remplace ta mayonnaise par du yogourt, pas de gras», tu sais, bon. Ouais, ouais. Puis, tu sais, je faisais pas j'appliquais pas nécessairement ces conseils-là, mais il y avait toujours Mmh. cette idée en arrière de la tête de: «Ah, mais si je me forçais, peut-être que je serais plus belle», et là, je mets des gros guillemets, tu sais, donc je serais plus mince, donc Ouais. je serais plus belle et désirable, mais je manque de volonté, donc je le fais pas. Fait que là, c'était 2 affaires. Je me sentais shitty parce que j'avais pas assez de volonté, puis je Mmh. faisais en sorte que mon apparence, que je jugeais négativement, c'était de ma faute. Puis comme, Ouais. oui, c'était de ma faute, mais pas à cause de mon comportement, c'était de ma faute à cause des pensées que j'entretenais, tu sais, mais en tout cas, Oui, oui, mais hem, des pensées qui étaient amenées par, ben tu sais, qui oui, étaient conditionnées par tout un entourage, puis tout absolument. un ben, entourage, je veux dire, d'un environnement, en fait, Mmh. tu sais, complètement grossophobe, puis, Ouais. obsédé sur la minceur, puis la perte de poids, là, tu sais, qui est quand Mmh. même mais ah oui, mais je relate vraiment beaucoup à, tu sais, cette idée-là de puis même encore aujourd'hui, là, je pense des fois savoir ce que je devrais faire, ce qui serait bon pour moi, mais Ouais. que je fais pas, tu sais? Mmh. Puis je pense que c'est de même dans comme plein d'affaires, mais par l'alimentation, c'est clair, là, Mmh. on se fait tellement dire, tu sais, l'alimentation est souvent tellement présentée sous l'angle de comme des bons aliments puis des mauvais aliments, puis c'est comme Mmh. je suis vraiment contente d'entendre de plus en plus, même dans la sphère publique, tu sais, des nutritionnistes ou tu sais, des personnes, des professionnels de la santé qui vont venir dire comme: «Non, ça existe pas là, des bons puis des mauvais aliments», mais ça reste comme ancré là, tu sais. Ouais, c'est vraiment dans le discours ambiant, puis, je pense un autre lieu, mettons, où c'est vraiment, où ça se manifeste beaucoup, c'est, tu sais, on parlait de small talk tantôt, hem, puis là, on a moins la chance de vivre ça parce qu'on travaille de la maison depuis, plus de 2 ans, mais, tu sais, les lunchs avec les collègues du bureau, en général, parler de bouffe avec les collègues du bureau, Ouais. les potlucks,
c'est sûr qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va avoir une remarque genre comme: «Oh!» des comme tu sais, quelqu'un qui amène des biscuits pour tout le monde puis: «Oh non, ah, je peux pas manger ça» ou le lendemain de l'Halloween, genre comme: Mmh. «Oh mon Dieu, des bonbons, c'est qui a amené ça?» Puis genre, quelqu'un qui ouvre son lunch puis là qui s'excuse, tu sais, ou Ouais. c'est lourd là, je trouve. Ben, ou carrément qui explique c'est quoi son nouveau régime, là, tu sais, puis Ouais. ses objectifs de perte de poids, là. Des fois, c'est comme je trouve que des fois, c'est justement, là, tu sais, l'idée de: «Ah oui, ben là, c'est correct, je peux manger un dessert aujourd'hui parce que je me suis retenue toute la journée d'hier», puis c'est fou à quel point comme Mmh. on dirait que par, mes habitudes de travail puis de dîner, tu sais, comme j'ai souvent évité ça, comme j'allais pas souvent dîner dans la salle, commune, là, tu sais, avec tout le monde pendant un bout, là, dans certains de mes emplois. Puis là, à un moment donné, j'avais comme recommencé à le faire parce que je me disais: «Ah, c'est tellement mieux de sortir de mon bureau puis de, tu sais, aller jaser avec des collègues puis tout». Puis là, ça m'avait comme abasourdi, là, la quantité de talk à propos des régimes puis Mmh. de la perte de poids. Alors que, tu sais, j'ai pas l'impression que c'est des choses que mes amis proches font, tu sais. Mmh. Fait que là, d'avoir comme des connaissances justement qui me parlent de ça, j'étais tellement en tout cas, ça me mettait à terre, puis je me dis comme: Puis c'est dans des milieux progressistes, là, relativement. Toi puis moi, on «Oui! travaille Ben dans le oui! communautaire, fait que c'est pas genre, tu sais, c'est des gens qui se targuent de ne pas être superficiels, tu sais? Oui, oui, mais c'est ça, mais en même temps, tu sais, c'est tellement ancré, tu sais, dans Mmh nous mh. cette, Mmh. Ben oui, fait que c'est ça. non, C'est pas non, la faute des c'est individus nécessairement, là. non, non, c'est ça, mais c'est tellement mais tu sais, en même temps, je pense que chaque individu peut comme s'éduquer puis se comme Mmh. rendre compte, mais c'est ça, on dirait que l'idée que la perte de poids est toujours souhaitable puis souhaitée, Mmh. en Mmh. partant, tu sais, je trouve que il y a plein de monde qui commence à comprendre que c'est pas vrai. Puis je suis tout le temps flabbergastée qu'il y a plein de monde qui comprennent pas ça ou qui veulent Mmh. pas comprendre ça, là, tu sais, puis ils sont comme: mais non, mais il faut vouloir maigrir, là». Puis tu comme: «Ben, pas à tout prix, Mmh. là». Mmh mh. Mmh. Ben, pas à tout prix, puis pas nécessairement. Puis, tu sais, Ben oui, tu parlais de exactement, ton là, oui. grand-père que sa perte de poids était liée à une grave maladie, tu sais, Ben comme oui, c'est ça. C'est pense-y pas avant de sain, faire un là. compliment à quelqu'un que tu trouves qui a perdu du poids, tu sais. Ah oui. Comme peut-être qu'elle est en dépression ou peut-être qu'elle a eu un cancer, comme ferme ta gueule. Oui, c'est ça, puis ça te regarde pas, puis même affaire pour une prise de poids, tu sais, je pense que Mmh, peut-être que les personnes je sais pas, j'ai l'impression que les personnes vont plus parler dans ton dos quand tu as une ouais. prise de poids, puis ils le feront pas dans ta face, quoique je veux vraiment pas dire que ça existe pas parce que je sais très bien que du monde qui te font des commentaires Mmh, inappropriés puis des commentaires non sollicités sur ce que tu as l'air, il y en a en masse, là. Mais tu sais, c'est ça, là, tu devrais pas féliciter quelqu'un sur sa perte de poids ou sur sa prise de poids, whatever, comme ça te regarde pas. oui, puis tu sais, comment je dirais ça? Cher auditoire d'Entre 2 eaux, si vous écoutez cet épisode-là, c'est parce que je pense que vous avez comme minimalement une ouverture par rapport à, tu sais, réexaminer, heu, votre rapport à votre corps puis à l'alimentation. Puis même si vos choix alimentaires me regardent personnellement fuck all. Mhm. C'est juste que si vous en parlez autour de vous, soyez conscient, consciente de l'impact que ça peut avoir sur d'autres. Parce que je sais que Mhm. moi, comme personne grosse, puis aussi comme personne qui a choisi, tu sais, d'aller vers un parcours d'alimentation intuitive, souvent j'ai été dans des discussions, mettons, avec des collègues, tu sais, puis c'est soit qu'il y a des petites remarques grossophobes, genre: «Ah, j'ai donc bien pris du poids» ou comme: «Ah, je suis donc tannée de ma bédaine». Puis moi, je suis à côté en tant que personne grosse que je suis comme: «OK, donc les jugements que tu as envers toi-même, tu les as sans doute envers d'autres corps aussi», tu sais? Fait que là, c'est comme: Ouais. «Est-ce que j'interviens ou puis je fais de l'éducation pendant que c'est mon heure de dîner, genre?» Ou, tu sais, je ferme ma gueule, puis je contribue à ce que mon environnement de travail, il y ait cette espèce de micro-agression-là Mhm. ponctuellement, tu sais? Ouais. Hem, fait que c'est pas, tu sais, je comprends que toutes les personnes sont à un point différent par rapport à ça, mais, hem,
dans des settings comme ça, je sais pas, tu sais, essayer d'avoir je pense qu'on peut tous et toutes développer une plus grande conscience par rapport à l'impact de nos mots, même si c'est du jugement qui est critique à notre égard, Mmh. puis c'est pas dirigé envers d'autres personnes, comme ça peut quand même, c'est ça, avoir un effet comme un peu d'effritement, puis ça peut être lourd à porter pour les personnes qui sont dans des situations d'oppression. Puis là, présentement, on parle de, tu sais, d'exclusion à l'égard du poids, mais il peut y avoir plein d'autres choses, là. Tu sais, ça peut passer aussi Ouais. par, je ferais un parallèle avec l'hétéronormativité, tu sais, dans certains Mmh. milieux de travail où est-ce que c'est comme les identités queer sont invisibilisées parce que les personnes présument que tout le monde est straight, tu sais, puis Ouais. essayons, tu sais, de déconstruire, mais en tout cas. Parce que c'est ça, c'est soit que les personnes qui vivent l'oppression le reçoivent en silence parce que choisissent de ne pas faire ce rôle-là d'éducation ou choisissent de le faire, mais tu sais, c'est pas toujours de gaieté de cœur. Tu sais, moi, j'ai finalement appris à faire la part des choses, que des fois, certaines personnes, vu qu'on est dans une société grossophobe, il y a Mmh. des fois du monde qui vont dire des affaires problématiques, puis je check-in avec moi-même à savoir si et comment j'ai envie d'intervenir par rapport à cette personne-là. Puis j'essaye de pas l'appliquer à moi-même. Tu sais, genre comme, c'est cette personne-là par rapport à son corps, par rapport à Mmh. ses pensées, Ouais. comme, tu sais, puis je suis pas obligée d'être la sauveuse. C'est ça aussi l'affaire, c'est que c'est pas parce que quelqu'un autour de toi a des idées grossophobes qu'il ou elle exprime que t'es obligé d'intervenir, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, c'est juste, tu sais, c'est ça. C'est comme une responsabilité à porter qu'il faut comme apprendre à dealer avec. Puis, ben, si on se soucie d'autrui, on va peut-être essayer de minimiser cette, ou de porter tous ensemble la responsabilité de déconstruire nos préjugés. Fin de mon éditorial. Tellement bien dit. Alors, on est peut-être présentement dans le centre de la piscine hors terre, où est-ce que c'est un petit peu plus creux. Donc, c'est la partie eau profonde de l'épisode et comme Catherine l'a annoncé, on a fait une entrevue, j'ai fait une entrevue avec Julia Lévy-Ndejuru, qui est nutritionniste diététiste ou diététiste nutritionniste, là. Hey, c'est compliqué les termes. Et donc, elle a une pratique privée, elle a aussi une présence en ligne sur les médias sociaux, puis elle met vraiment de l'avant une approche inclusive à l'égard du poids dans sa pratique. Alors, comme d'habitude, j'ai commencé l'entrevue en demandant à Julia de se présenter. Donc, je m'appelle Julia Levin-Desjoroux. Mes pronoms, c'est elle. She, her, hein, bien sûr, il faut le dire en anglais aussi. Qui je suis? Donc, je suis nutritionniste diététiste. Je pratique à Montréal depuis quelques années en clinique. Et j'ai aussi un baccalauréat en psychologie. Donc, je suis intéressée par le comportement alimentaire, vraiment beaucoup, depuis longtemps. Et je termine en ce moment une maîtrise aussi en nutrition et je risque de continuer aussi plus loin dans les études graduées. Donc, j'aime aussi l'aspect recherche de tout ce qui a trait au comportement alimentaire, puis l'accompagnement des gens qui veulent travailler sur leur relation à la nourriture, leur comportement alimentaire. Ouais. Hmm. Puis je pense que tu travailles aussi avec un collectif présentement. Oui, merci de me le rappeler. Parce que ça fait pas très très longtemps, mais oui, maintenant je travaille avec Manger en harmonie, donc qui est un groupe de nutritionnistes qui travaillent avec l'approche inclusive à l'égard du poids, l'alimentation intuitive. Et c'est ça, on fait de la clinique, il y a un programme de groupe et aussi des conférences, toutes sortes de projets qui font rayonner cette approche inclusive à l'égard du poids. Nice. Puis, tu as mentionné que tu étais nutritionniste, diététiste. Je sais que même pour moi, c'est pas clair la différence entre les deux. Fait que
c'est quoi une nutritionniste versus une diététiste? Pourquoi tu les 2? Est-ce que tu peux, Mhm. préciser? Absolument. Oui. En fait, c'est qu'au Québec, mon titre officiel, c'est nutritionniste, trait d'union, diététiste, parce que au Québec, ce sont 2 termes qui sont protégés. Donc, ça veut dire que les personnes qui ont ce titre, c'est des personnes qui ont fait le même programme que moi, universitaire, et aussi qui sont donc inscrites à l'Ordre des nutritionnistes, diététistes du Québec. Donc, c'est pour ça que moi, j'utilise les 2 titres. Au Québec, on peut aussi des fois dire diététiste. Il y a des gens qui vont dire diététiste, il y a des gens qui vont dire nutritionniste, mais disons qu'on a le droit d'utiliser ces 2 termes-là et d'autres personnes euh, n'ont pas ce droit-là au Québec, mais ailleurs dans le monde et même ailleurs au Canada, c'est différent. Donc, dans le reste du Canada, si je ne me trompe pas, euh, nutritionniste n'est pas protégé, donc c'est dietitian, donc on a des ordres, les Dietitians of Canada, par exemple, c'est pas un ordre, mais c'est un organisme qui regroupe toutes les diététistes du Canada. Il y a des ordres également, mais il me semble que dans le reste du Canada, un nutritionniste n'est pas protégé. Donc, une personne qui n'a pas fait le même parcours universitaire que nous peut tout de même utiliser ce titre pour présenter ses services. OK. Donc, nutritionniste, diététiste, c'est des synonymes dans le contexte québécois, mais pas nécessairement ailleurs dans le monde. Exact, exact. OK. Puis, OK. donc, c'est des personnes qui ont étudié pour être capables de comprendre la physiologie humaine, de comprendre tout ce qui est la science de la nutrition, travailler avec les gens, les accompagner justement dans les changements de leur comportement alimentaire, d'adopter différents patrons alimentaires, etc. OK, parfait. Puis, qu'est-ce qui t'a attiré dans la nutrition? Pourquoi tu t'es lancée là-dedans? J'ai comme Tu sais, pour avoir écouté tellement de podcasts sur la nutrition, pour avoir moi-même, depuis plusieurs années, tu sais, fait une démarche de réparation de mon lien avec la nourriture, je sais que beaucoup de personnes qui s'intéressent à la nutrition ont, elles-mêmes, des patterns de troubles du comportement alimentaire. Donc, dans la mesure avec laquelle tu es à l'aise d'en parler, est-ce qu'il y a ça dans ton parcours? Est-ce que c'est une des raisons qui ont motivé ton choix de carrière? Absolument. Euh, En fait, moi, j'étais extrêmement préoccupée par mon poids jusqu'à ce que je débute mes études en nutrition. Et c'est ce qui m'a poussée à débuter en nutrition, c'était que je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à contrôler mon poids, en fait. Est-ce que tu étais une personne grosse? Je peux dire que c'est dur pour moi de dire parce que je me suis toujours située entre euh, mid-size, si on veut. Donc, une personne, c'est-à-dire je pouvais m'habiller dans les magasins, j'ai jamais eu aucun problème avec ça. Euh, donc, je pense en fait qu'à ce moment-là, peut-être qu'on m'aurait pas identifiée comme une personne grosse. J'avais pas non plus nécessairement vécu de grossophobie ou très peu quand j'étais plus petite. Peut-être quand j'étais petite, oui. Peut-être que j'étais une enfant grosse. Ça, peut-être, c'est possible. Et maintenant, en fait, je m'identifie plus comme une personne grosse depuis ma grossesse. Donc, c'est comme si j'ai vraiment toujours été, si on veut, entre, c'est ça, le début du spectre, tu sais, qu'est-ce que c'est qu'être une personne grosse et aussi la stigmatisation qui vient avec, et la fin du spectre des personnes qui sont plus privilégiées par rapport à Mmh. à leur poids, à leur format corporel. Donc, c'est intéressant parce que oui, c'est une question que je me suis posée aussi quand j'ai découvert toute l'approche. Je me suis dit, où est-ce que je me situe? Puis, par rapport à la stigmatisation, je sais que j'ai vécu très peu de stigmatisation par rapport à mon poids. Mmh. Ça, c'est quelque chose OK. que je Mais peux tu avais quand dire. même internalisé beaucoup de messages Absolument. comme quoi ton corps était incorrect. Absolument. Et même quand j'ai commencé en nutrition, je me suis dit, ben, de toute façon, je vais être forcée de changer de format corporel puisque je vais être nutritionniste. Mmh. Donc, je me suis vraiment dit, sincèrement, je me suis dit, pas que c'était impossible, mais je me suis dit, c'est comme si je pensais que la honte d'être une nutritionniste qui correspond pas aux standards me forcerait peut-être, tu sais, je pensais vraiment en termes de pression sur, comment je peux dire, de willpower, de volonté. Je pensais que Mmh. finalement la volonté me viendrait de par ce titre. Parce qu'il y avait tellement pas de préjugés, mais de stéréotypes de qu'est-ce qu'une nutritionniste finalement. Puis qu'une nutritionniste doit absolument être mince.
Donc, ouais, c'est assez fort, c'est assez violent. Wow, ça m'émeut énormément que tu me racontes ça. Ça me touche Ouais. beaucoup. Je trouve ça wild que dans le fond, tu choisi ton champ d'études en disant, non seulement en disant, je vais m'assurer de perdre du poids en ayant cet emploi-là, mais que, tu sais, t'as choisi la honte comme Mmh, moteur, tu sais, comme motivation exact. pour perdre du poids. Je sais pas si ça a fonctionné, tu peux peut-être nous en parler un peu, mais wow, c'est ouf, c'est rough. Ouais, c'est vraiment rough. C'est vraiment rough, ouais. Puis maintenant que j'y repense, c'est sûr que ça me fait de la peine pour moi-même, mais à l'époque, ça semblait vraiment comme tout naturel. C'est Mmh. triste à dire. Mais c'est ça, j'avais vraiment passé des années et des années à essayer de comprendre. J'aime beaucoup la science, puis j'avais essayé de comprendre un peu le métabolisme. Tu sais, j'essayais vraiment de comprendre. Ça m'échappait totalement parce que le discours ambiant était tellement que si on veut, on peut maintenir un poids plus bas, que je Mmh. comprenais pas pourquoi moi, j'y arrivais pas. Et Mmh. donc, je me suis dit, ben, en allant en nutrition, finalement, je vais comprendre je vais comprendre la science et donc je vais être capable de me l'appliquer et je vais également aider tout le monde, bien sûr, à perdre du poids. Donc, c'était vraiment dans cette optique que j'ai commencé le programme. Et ensuite, ça a changé quand je suis tombée dans un trouble alimentaire, je dirais, au bout d'un an. Et c'est ça, donc au bout d'un an, je sais pas, mon programme a duré une année de plus que les autres, que mes autres collègues, parce que j'ai fait un transfert. Donc, je dirais que après 2 ans dans nutrition, je me suis intéressée à une approche différente parce que j'avais OK. vraiment touché le fond du baril Mmh. du trouble alimentaire que j'avais à l'époque. Puis ça a été quoi l'étincelle qui t'a à part ta souffrance, là, tu dû être exposé à Oui. un livre, à quelque chose? C'est quoi qui t'a fait dire qu'il y avait une autre voie? Je pense que j'étais au courant de l'approche déjà. Je pense que j'en avais entendu parler. On parlait un petit peu d'alimentation intuitive à l'époque, vraiment un tout petit peu. Mais je me rappelle que j'avais regardé un petit peu de quoi il s'agissait, puis je m'étais dit: «Ah mais non, ça c'est pas axé sur le poids, donc c'est pas pour moi». Qu'est-ce qui m'a j'ai été exposée à ça, je pense, quand j'ai fait des recherches, oui, j'ai cherché un podcast parce que j'ai toujours été obsédée par les podcasts, j'adore les podcasts et il y a un moment où justement j'ai vraiment décidé que je voulais arrêter de souffrir, en fait. Moi, c'était vraiment ça. Je voulais arrêter de souffrir et je me suis sentie, un peu prête à tout, là. Je me suis dit: «Bon, ben, là, vraiment, je me sentais vraiment mal et aussi, je pense que je vivais aussi du point de vue personnel, heu, un moment difficile parce que ma mère avait eu un diagnostic vraiment très, très sérieux, tu sais, d'une maladie et j'ai comme un peu eu une réalisation de: «OK, mais la vie, c'est pas ça», tu sais. J'ai comme un peu eu ce moment où j'ai réalisé que c'était vraiment pas si important que ça finalement, tu Mmh. sais, cette obsession, puis c'était peut-être un peu trop. Évidemment, avec la souffrance que je vivais par rapport à ça. Il faut dire qu'à l'époque, j'avais justement vécu une perte de poids, donc j'avais jamais réussi entre gros guillemets, à perdre du poids. Puis à ce moment-là, j'avais réussi à maintenir pendant plus longtemps que dans le passé, mais à un prix extrême justement de souffrance. Et là, je m'étais dit, OK, donc si c'est ça, je refuse. Donc, en fouillant justement pour un podcast, je pense que j'ai vraiment été sur n'importe quel moteur de recherche. Là, puis j'ai cherché podcast, de alimenter. Puis j'ai eu la chance de tomber sur Food Psych. Mmh. Ouais. Puis ça faisait pas très très longtemps là, qu'elle avait son podcast. Et, et je l'écoutais. J'ai commencé à l'écouter, à l'écouter, à l'écouter. Ça roulait beaucoup, beaucoup. Il m'a fait beaucoup réfléchir et c'est grâce à ce podcast que j'ai changé. J'ai décidé d'essayer autre chose. Mmh. Mm. Fait que ça a été après ça graduel. Puis est-ce que tu pratiquais à ce moment-là ou tu étais encore aux études? Non, j'étais encore aux études, j'ai eu OK. cette chance. Fait que tu as toujours eu une pratique avec ce côté-là bienveillant, health at every size, Ouais, OK. absolument, Puis absolument, ouais. tu as terminé tes études dans le fond peut-être en te spécialisant ou en étant comme à l'affût de trucs? Oui, Mmh. absolument. Quand j'ai terminé mes études, ben déjà, j'ai commencé à poser des questions en cours pour essayer de comprendre pourquoi il y avait autant de différences entre ce qu'on m'enseignait puis ce que j'apprenais
sur la science du poids et tout ça. Ensuite, j'ai essayé d'avoir des stages qui étaient alignés aussi avec mes intérêts. Donc, j'ai pu faire un stage à l'hôpital Douglas dans le programme des troubles alimentaires. J'ai pu faire un stage aussi à l'organisme Équilibre, pour qui j'écris encore des blogs maintenant. Donc, j'ai eu des vraiment beaux stages, puis ça m'a mis en contact avec des gens justement qui avaient une approche vraiment beaucoup plus alignée avec ce que je recherchais. Mais je dirais qu'on n'en parlait pas au Québec de cette Hmm. approche, sauf peut-être pour une nutritionniste, Lisa Rutledge, qui en parlait un peu plus. Et c'est sûr que j'en oublie, c'était pas absolument la seule, mais moi, la seule que j'ai entendue, c'était elle. Et donc, je lui ai demandé, tout de suite, je lui ai écrit, je lui ai demandé si on pouvait aller prendre un café, parce que je trouvais vraiment que ça manquait absolument. Puis on parlait d'alimentation intuitive un peu plus quand même déjà, vers la fin de mes études, mais je dirais que c'était pas encore axé sur justement l'approche inclusive à l'égard du poids, parce que l'alimentation intuitive, c'est, comment je peux dire, elle peut être utilisée aussi sans nécessairement qu'on mette l'accent sur l'aspect réduisons la stigmatisation à l'égard du poids, puis etc. Donc, Mhm. voilà. Mm. Fait que ça, on se reporte, on était quoi, en 2015? Quand est-ce que tu as Ah non, gradué? plus 2017. Ah ouais, tant que ça, OK. Fait qu'à ce moment-là, donc il y a 5 ans, pratiquement personne avait cette approche-là au Québec dans le monde de la nutrition. Qu'est-ce que tu dirais qui a changé pour le mieux depuis? Je dirais que, oh, il y a eu un immense changement dans la pratique des nutritionnistes dans les 5 dernières années. C'est ça. Donc, il y en avait des nutritionnistes qui avaient cette approche, il faut que je le dise. OK. Mais il y en avait très peu. Maintenant, je dirais que c'est extrêmement populaire comme approche. Les gens veulent se former. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai participé à la création d'une formation avec 2 collègues, dont Lisa, que j'ai mentionné tout à l'heure, sur l'approche inclusive à l'égard du poids, parce qu'il y avait beaucoup de questions, parce que les gens ont commencé à poser des questions. Donc, moi, je recevais de plus en plus de questions. Et puis, je dirais que ça s'accélère. Que là, dans les 2 dernières années, ça s'accélère encore plus. L'intérêt est grandissant. Surtout maintenant qu'on parle beaucoup plus de la stigmatisation à l'égard du poids, dont on parlait à peine avant. Donc maintenant, c'est comment on peut, c'est comme si les professionnels se disent comment je peux pratiquer en restant bienveillante et en Mhm. stigmatisant pas mes clientes ou mes patientes. Donc là, je pense qu'on est parti pour vraiment changer la pratique des professionnels de la santé en général. Hmm. Puis Ouais. concrètement, comment ça s'incarne dans ta pratique, cette volonté-là d'être bienveillante par rapport à tes clientes, mais aussi quand tu interagis avec des collègues, peut-être pour changer les mentalités, ou qu'est-ce que tu as dû, par rapport à toi-même, continuer à déconstruire? C'est quoi les manières efficaces que tu as trouvées pour lutter contre la grossophobie dans le cadre de ta pratique? Je dirais que la première chose, c'est de mettre de côté l'idée qu'on aide les gens à perdre du poids. Donc ça, c'est à peu près la base de tout. C'est-à-dire que les gens peuvent avoir ce souhait et travailler avec nous. Évidemment, on n'est pas là pour les juger. Mais pour le moment, on n'a pas de façon saine, efficace, bienveillante, durable, qui pourrait nous permettre de dire aux gens, oui, je vais t'aider à perdre du poids. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut promettre parce que selon les données qu'on a, c'est pas quelque chose qui est possible dans la grande majorité des cas. Donc, déjà, mettre ça de côté, c'est difficile pour beaucoup de personnes et je comprends. Je comprends pourquoi. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est justement de reconnaître la grossophobie. Donc, de reconnaître l'existence de la grossophobie. C'est de reconnaître comment la grossophobie s'articule dans la vie des gens avec qui on travaille, de les aider aussi à la reconnaître, tout doucement, sans les brusquer, parce que ça peut faire vraiment très mal de refaire son historique puis se rendre compte à quel point, justement, on a été stigmatisé, à quel point on nous a mis des pressions qui nous ont fait du mal et à quel point peut-être on a internalisé ces pressions-là et comment on s'est nous-mêmes fait du mal, comme on parlait même de mon parcours à moi. Là. Donc, vraiment de connaître, de reconnaître la grossophobie, d'aider les gens à voir comment elle se manifeste en eux, dans leur parcours et
ça, c'est la première étape, de toute façon, pour tout le monde, je pense, là, peu importe qui on est dans la société, même si on travaille en santé publique, de, Mhm. de voir, parce que la grossophobie s'articule au niveau individuel, dans les relations interpersonnelles, au niveau institutionnel. Donc, c'est la première chose si on veut combattre une forme de stigmatisation, c'est de se rendre compte ben, qu'elle existe, de voir comment elle existe et aussi de voir comment elle existe en nous. Donc, moi, c'est sûr que j'ai fait ce travail sur moi-même avant de commencer à faire des consultations. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que j'ai beaucoup de collègues qui se rendent compte de ça, qui veulent faire le shift, mais qui sont en train de Mm. donner des consultations, qui ont déjà amorcé leur carrière et qui veulent adapter finalement c'est leur façon d'accompagner les gens. Mais c'est hyper important de faire le travail sur soi parce que c'est sûr que ça va teinter euh, la façon dont on travaille avec nos clients. Puis, je sais pas d'où vient cette expression, mais j'y crois vraiment, c'est que on peut pas amener les gens plus loin que nous, que là où nous, on est, dans le sens où c'est dur de déconstruire des choses chez les gens qu'on n'a pas vraiment abordé, déconstruit ou qu'on n'a pas pris le temps au moins de considérer chez nous-mêmes. Mhm. Donc, donc oui, le travail sur soi aussi, c'est important. Dans le travail, justement, avec les clientes, c'est une fois qu'on s'est rendu compte, justement, de la grossophobie, dans notre historique, de comment elle existe dans notre environnement, chez nous-mêmes, dans nos comportements, ben, c'est d'apprendre à justement avoir un peu de distance par rapport à tout ça, puis éventuellement de développer des nouvelles façons de faire pour mettre de côté, disons, nos réflexes peut-être plus restrictifs ou notre façon de voir notre corps qui est négative, s'exposer à autre chose aussi. Donc, c'est très large, comme tu vois. Fait apprendre à tes clientes à observer leurs pensées puis d'arrêter de Exact. s'identifier à ces pensées-là pour être capable de qu'elles peuvent se rendre compte. Puis là, je dis «elles» là, parce que je présume qu'il y a beaucoup de femmes, Ouais, mais ben moi aussi, je parle de mes clientes parce que c'est mmh surtout des femmes. Ouais. mais en tout cas, de commencer par être capable d'observer ses pensées afin de mieux Exact. s'en distancer, puis après ça, peut-être de les critiquer ou en tout cas être capable de les mettre de côté. Exact, c'est qu'il faut savoir c'est quoi les croyances qu'on a. Mmh. Il faut aller au fond de nos croyances pour ensuite être capable de les remettre en question. Mmh. Parce que sinon, on est toujours confronté à ça, comme ça vient nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, ouais, on démystifie beaucoup de croyances justement par rapport au poids, par rapport à la beauté, par rapport à nos relations avec les autres personnes, en lien avec notre poids ou nos comportements alimentaires, ou ouais, par rapport aussi au, qu'est-ce que ça veut dire manger assez, ou Mmh. c'est quoi vraiment la saine alimentation, c'est quoi vraiment la saine alimentation pour toi et non ce que les médias sociaux te disent ou Mmh. peu importe. Là. Donc, il y a beaucoup de croyances. C'est vraiment ça, beaucoup. C'est énormément ça. On creuse, on creuse, on creuse des croyances, puis on travaille dessus ensuite pour essayer de les remettre en question. Puis ensuite, on essaie de développer des nouvelles façons d'agir pour se sentir mieux. Puis au niveau des croyances, au niveau peut-être des comportements à déconstruire, je sais pas s'il y a un profil type, là, de ta cliente, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes entre mettons une personne mince qui vient consulter avec toi versus une personne, disons, à partir de mid-size ou tu sais qui a peut-être vécu de la grossophobie soit, de la part d'autres personnes ou difficulté à s'habiller ou, difficulté à s'asseoir dans un bus ou dans un avion, ça peut run the gamut, là, mais entre les personnes minces puis les personnes plus grosses, est-ce que tu vois une différence en termes des besoins de tes clients? En termes des besoins, Ou tu sais, est-ce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à déloger d'un côté ou de l'autre? ben, je pense que, ben, premièrement, je dirais que la majorité des clientes que j'ai, c'est des femmes. Je veux pas dire grosses parce qu'elles vont pas toutes s'identifier de cette façon-là, mais disons que c'est des personnes qui ont vraiment vécu de la stigmatisation à l'égard du poids. Ça peut être au point de vue médical, ça peut être justement dans l'enfance, ça peut être... Donc, évidemment qu'une personne mince aussi peut vivre
peut s'être fait faire des commentaires ou peut avoir grandi dans un environnement extrêmement grossophobe et donc avoir une peur extrêmement ancrée de prendre du poids. Donc, je pense que c'est sûr quand on part du point de vue individuel d'un individu à l'autre, c'est dur pour moi de comparer parce que je travaille avec l'individu, mais c'est sûr que la stigmatisation qu'on vit quand on vit dans un corps plus large, quand c'est une personne grosse, c'est une confirmation de nos plus grands cauchemars, finalement. C'est comme il y a une couche de plus. Tu sais, tu peux avoir toutes ces pensées par rapport à toi-même, mais pas te les faire confirmer par différentes sources. Puis plus tu te fais confirmer, même si c'est confirmé, mais on s'entend que c'est pas la réalité, c'est qu'il y a des vrais préjugés. Plus tu te fais appliquer ces préjugés, plus ça va être ancré en toi comme la vérité. Et c'est extrêmement... ça peut être très difficile à vivre, là, je veux dire, de vivre ces moments-là. Donc, c'est sûr qu'au point de vue de la stigmatisation, c'est ça la grosse différence, là, je dirais. Là. Fait que j'entends qu'il y a une plus grosse souffrance. Quoique, comme tu dis, on peut pas quantifier Non, nécessairement mais d'un c'est ça individu le à truc. l'autre, mais... Ouais. Ben non, mais c'est ça, je peux pas quantifier la souffrance parce qu'on a des personnes qui vont avoir eu des facteurs protecteurs qui vont faire que malgré ça, elles vont avoir vécu, peut-être, elles vont avoir développé des façons de se sentir mieux quand même, peut-être dans leur entourage, tu sais, donc, mais la stigmatisation, la violence qui est vécue, c'est sûr, par rapport à la grosseur, elle va être plus grande chez une personne grosse. C'est sûr, c'est certain, mais c'est pour ça que je peux dire, d'un individu à l'autre, c'est dur de comparer, mais c'est sûr qu'on vit beaucoup plus de stigmatisation quand notre corps va plus à l'encontre des stéréotypes, là, ou de l'idéal de beauté, disons. Fait que justement, quand une personne en a marre, je souhaite à tout le monde qui nous écoute d'arriver à ce point, si c'est pas encore arrivé, mais quand on décide qu'on en a marre de continuer d'internaliser ces messages-là qui sont nocifs, comment on part? Est-ce que, ben, j'imagine que tu vas nous suggérer peut-être d'aller consulter une nutritionniste, mais ça serait quoi des conseils que tu donnerais à une personne qui a envie de commencer à réparer sa relation à la nourriture, à son alimentation? Ben oui, évidemment, c'est sûr que je recommande de consulter une nutritionniste ou un nutritionniste qui est bien formé sur l'approche inclusive à l'égard du poids, qui a une approche, on l'espère, aussi intersectionnelle que possible. C'est pas seulement la stigmatisation à l'égard du poids, mais il y a d'autres privilèges. Je veux dire, on vit dans un monde où il y a différentes identités qui vivent toutes sortes d'oppressions différentes et qui peuvent affecter la relation qu'on a avec notre corps, la relation qu'on a avec la nourriture. Ouais. Évidemment aussi, il y a d'autres, il y a des psychothérapeutes, il y a des psychologues, il y a toutes sortes de médecins, il y a plein de professionnels qui pourraient aider. Puis, tu sais, d'un point de vue très général, justement, sans donner de conseils, de conseils spécifiques pour une personne, évidemment. Je pense que la première chose, c'est de s'informer, donc d'aller vers des sources fiables. Donc, tu sais, moi, par exemple, j'ai un blog, mais je suis pas la seule. D'ailleurs, mon blog, il faudrait que je le nourrisse un peu plus, ou bref, mais il y a Manger en harmonie. De toute façon, maintenant, ça va être plus vers là que je vais écrire, mais il y a le blog de Manger en harmonie. Sur les réseaux sociaux, bon, là, ça peut être un couteau à double tranchant, mais il y a pas mal de professionnels qui ont l'approche inclusive, qui sont actifs sur les réseaux sociaux, qui font, tu sais, des petits posts, des petites publications qui peuvent vraiment faire réfléchir. Puis, je dirais, c'est ça. Je dirais vraiment de commencer par là. Ça peut faire sortir des choses difficiles. Puis c'est là que l'aide est d'autant plus importante, là, quand on sent que, c'est ça, peut-être qu'on se sent pas assez outillé ou on sent qu'on a vraiment besoin d'être d'être accueilli avec, dans un endroit sécuritaire ou relativement sécuritaire pour être capable de parler de tout ça. De s'entourer. C'est pas donné à tout le monde, mais si on a un bon système de soutien, ou même pas un système, ça peut être une personne peut-être qui est aussi
intéressée par ça. Tu sais, dans mon cas, par exemple, j'ai 2 amis hyper proches qui ont été vraiment intéressés quand j'ai commencé à parler de ça. Donc, qui sont les personnes qui sont intéressées? Il y a des gens qui sont pas du tout intéressés, au contraire, ça les active, ils se sentent peut-être menacés, bref, c'est pas facile. Mais il y a des gens, parfois, qui prêtent l'oreille, puis c'est intéressant d'aller explorer qui est intéressé, justement, à peut-être cheminer ensemble, ou écouter, ou s'informer aussi, parce que, justement, souvent, c'est une question de se sentir rejeté, tu sais, toute la notion de si j'ai pas un corps j'ai pas tel corps, alors je vais me faire rejeter. Donc, c'est important de soi-même se prouver que c'est, que c'est faux, tu sais, en allant chercher des gens qui peuvent nous soutenir. Euh, je dirais d'être très patiente, parce que c'est vraiment un long cheminement. Donc, d'aller petit à petit, prendre ça une bouchée à la fois. On n'est pas obligé de... Si on peut se lancer, c'est bien aussi. Puis là aussi, l'aide professionnelle peut aider, mais c'est normal de prendre un pas de recul, de revenir, de faire des changements. Puis après, ouf, on est un peu moins confortable. Donc, de persévérer, parce qu'il y a vraiment moyen de se sentir beaucoup mieux. Ça se peut. Mhm. Ouais, toujours garder l'espoir. Ouais. Puis, je sais que, ben, tu sais, t'as parlé du cheminement un peu non linéaire, là, de Oui. cette réparation-là qui peut prendre du temps. Puis, je pense que pour moi, une grosse partie de mon travail de déconstruction puis de réparation est passée par l'acceptation du fait que ça va pas en ligne droite, puis de lâcher prise sur la perfection. Tu sais, la Mm. perfection de ce que mon corps doit avoir l'air, ce que mon alimentation doit avoir l'air. Euh, comme, tu sais, c'est ça, ça fluctue d'une journée à l'autre, nos besoins changent. Fait que d'être ouvert à ces modulations-là, puis dans un monde tellement rigide où est-ce qu'on s'attend à recevoir de l'extérieur un mode d'emploi sur comment les choses Mhm. fonctionnent, de, de se départir, c'est ça, de ce mode d'emploi-là complètement externe, puis de se reconnecter à l'intérieur, c'est un peu épeurant, mais c'est super intéressant aussi. Mhm. Mhm. Oui, comme tu dis, on nous a pas appris à cheminer de cette façon-là. On nous a pas appris à vivre la réalité qui est que personne ne chemine, rares sont les personnes qui vont cheminer vraiment tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, puis que de toute façon, la fin du cheminement, c'est la mort. Donc, à un moment donné, Mm. tu sais, je veux dire, comme tu dis, on fluctue, à un moment donné, ça va bien, peut-être de mieux en mieux, de mieux en mieux. Hop, il se passe quelque chose, c'est vrai, il faut être, tu sais, on se rappelle que oui, finalement, j'avais oublié, tu sais, comment je me sens quand ça va un peu moins bien, puis hop, après, on reprend, mais je pense, qui aide à garder espoir, c'est que finalement, on perd jamais nos avancées, même si on doit Mhm. parfois prendre une pause. Et ça nous revient toujours plus vite, Mhm. je dirais. Et une chose qui aide beaucoup avec tout ça, c'est de justement développer de la bienveillance envers soi pour un peu mettre en action notre anti-perfectionnisme. Parce que je trouve que l'autocompassion, c'est justement une façon d'oublier les objectifs, puis toujours de se recentrer sur comment je peux prendre soin de moi, comment je peux être bienveillante envers moi-même, peu importe que ça aille bien ou pas. Donc, ça, c'est un outil qui pour moi est vraiment super intéressant. Ouais. Mhm. L'autocompassion, ça a été un game changer pour moi. Fait que je suis contente que tu le nommes. Ouais, ouais. Puis, en terminant, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas exploré que tu aimerais ajouter? Mais en fait, je pense que je reviendrai à ce que tu disais, qui est que ça peut être épeurant comme cheminement, et c'est comme la vie, à l'image de la vie, on vit Mm. des hauts, on vit des bas, puis c'est difficile d'accepter qu'avec l'alimentation, puis justement le poids, ça peut être aussi pareil, alors qu'on nous fait croire que ça devrait être très simple. Mais que justement, ça, c'est vraiment une belle façon de, je pense, commencer le cheminement. C'est en travaillant sur cette acceptation, puis cette autocompassion. Alors, commençons là, c'est ça, par accepter là où on est, réaliser là où on est, et avoir confiance que peu importe ce qui se passe, on va toujours faire notre mieux pour bien se traiter. Puis souvent, ça permet d'avoir
un cheminement qui est, moins pénible Mmh. et souvent très agréable. Il faut dire qu'il y a des moments agréables aussi, quand on découvre des aliments qu'on s'est interdits, quand on se voit pour la première fois puis que finalement on se trouve, très belle, ou même qu'on se trouve on est neutre, tu sais, qu'on arrive à Mmh. atteindre cette neutralité, puis qu'on est capable de se rendre compte des petits moments comme ça, des victoires. Donc, c'est ça, ça peut être vraiment, un super beau cheminement. Merci beaucoup, Julia, d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. On est déjà rendu à la dernière partie de l'épisode, puis on voulait revenir sur l'entrevue qu'on vient d'écouter. Marie, je voulais te dire bravo, félicitations pour cette entrevue-là. J'ai vraiment beaucoup appris, puis merci beaucoup à Julia d'avoir accepté notre invitation, puis d'avoir été comme à la fois tellement pédagogue, puis tu sais, elle a super bien parlé de son rôle comme nutritionniste diététiste, puis comme elle a parlé de ses études, tu sais, tout le cheminement, mais aussi tout le cheminement en lien avec l'alimentation intuitive, puis tout ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis en plus, super généreuse sur son histoire personnelle. Ouais. Vraiment, merci beaucoup, Julia, pour cette belle entrevue. Puis bravo, Marie, de l'avoir. Ben, merci et bis pour tout ce que tu as dit à propos de Julia. Puis, ben, c'est ça, on essayait de voir sur quoi on voulait rebondir parce qu'il y a tellement de Mhm. choses sur lesquelles on pourrait revenir. Mais, On est rendu dans la piscine à vagues. oui, on va rebondir. On est rendu dans la Bouncing Castle. On est ailleurs dans le parc aquatique. OK. Bon. Mais c'est ça, on essayait de voir. Puis, moi, il y a une phrase que Julia a dit dans l'entrevue qui m'a comme partie complètement dans une autre direction, mais qui était vraiment intéressante. C'était, elle posait la question, tu sais, qu'on vient à se demander, c'est quoi vraiment pour toi la saine alimentation? Qu'est-ce que ça veut Mmh. dire? Puis c'est quoi la saine alimentation pour toi spécifiquement et non pas ce que les médias sociaux te disent ou ce que, tu sais, j'ai envie d'ajouter, tu sais, ce que la société te dise ou la société grossophobe te dit. Euh, Puis ça m'a vraiment fait réfléchir. Au fait que justement les règles quote unquote concernant l'alimentation, ben, sont tellement pas universelles, puis c'est pas vrai qu'un Mmh. conseil qui s'adresse à une personne est le même pour les autres. Puis, ben, moi, j'ai une expérience, ben, comme vous savez, je suis parent, je suis mère d'une fille de 4 ans et ma fille a la fibrose kystique, donc c'est une maladie qui est souvent méconnue parce que c'est quand même une maladie rare puis qu'on associe beaucoup aux fonctions pulmonaires, mais il y a tout un volet digestif à la fibrose Mmh. kystique parce qu'en fait, les personnes, ben, la plupart des personnes qui ont la fibrose kystique sont pas capables de produire les enzymes qui digèrent les graisses et les protéines. Ce qui fait que ben, ils prennent des enzymes digestives là, à chaque repas pour être capables ben, de les emmagasiner parce qu'on a besoin, newsflash, on a besoin de graisses et de protéines pour grandir et pour vivre. Mais ça fait que les règles, quote unquote, encore, qui sont associées à son alimentation, à elle, peuvent être différentes de celles des autres, puis même contraires aux autres. Oui, puis contraire à ce qu'on appelle le gros bon sens Oui, en exactement. alimentation des enfants, tu sais, puis là, j'en parle parce Ben que je oui. le sais un petit peu c'est quoi ta Oui, réalité, oui. là. Mais c'est ça, mais en gros, si je résume vraiment rapidement, la plupart des personnes qui ont la fibrose kystique se font encourager à manger plus que les autres, manger plus gras et plus salé que les autres. Mmh. Donc, c'est des affaires qu'on pense pas puis qu'on n'associe pas du tout à une saine alimentation. Puis, fait que c'est ça, il y a comme un aspect que Donne-nous l'été, des quand il fait exemples. chaud. Oui, ben Ouais, c'est c'est ça. ça. Donc, mais c'est ça, comme entre autres, pour les sels minéraux, c'est que l'été, quand il fait chaud, ben, les personnes qui ont la fibrose kystique, en général, leur sueur contient plus de sels minéraux, ils perdent plus de sels minéraux. Donc, il faut les remplacer. Donc, quand c'est l'été, quand il fait chaud, quand elle fait du sport, il faut soit qu'elle consomme une collation très salée ou qu'elle consomme des boissons pour sportifs. Donc, ma fille à la garderie boit du Gatorade. Et Mmh. c'est bien bizarre, puis c'est bien bizarre comme parent, parce qu'on se fait dire en ce moment, là, comme, tu sais, quand on est parent, nos enfants devraient boire
du lait de vache et boire de l'eau puis les jus, c'est comme l'affaire la pire au monde. Mais la recommandation de son médecin, c'est de dire: «Ben oui, c'est sûr que du Gatorade, c'est sucré, mais au moins ça contient, des sels minéraux, puis c'est pas mal moins pire que de boire, du sel dans l'eau qui est un peu dégueulasse, là». Mmh. Fait qu'il y a comme cet aspect-là. Puis le fait qu'ils se font recommander, tu sais, le médecin de ma fille lui dit souvent qu'elle devrait manger de la poutine, que c'est super bon pour elle, tu sais. Mais tu fais comme: «Ah quoi?» Puis tantôt, je te lisais, Marie, je te lisais un guide d'alimentation sur la fibrose kystique, puis les conseils alimentaires pour ajouter justement, des graisses, c'était vraiment le fun. Ça disait de mettre de la crème sur ses patates, de mettre du fromage dans la salade, de, mettre du beurre, de la margarine ou de l'huile sur à peu près tout, Ouais, tu sais, ouais, ouais, c'est genre d'ajouter du living your gras, là. best life. Puis là, je Mais veux c'est pas minimiser la fibrose cystique. mais Excusez ma non! mauvaise blague. Ben non, mais c'est correct, mais tu sais, mais c'est ça, tu sais. Fait que là, après ça, puis, ce qui m'a encore plus fait penser à ça, c'est que la semaine dernière, je suis tombée sur un post sur les réseaux sociaux, genre une station de radio quelconque qui avait fait un vox pop du genre, «En tant que parent, qu'est-ce que vous faites, que vous avez l'air d'être un parent indigne?» Puis un parent qui a dit, «À cause, de la maladie de mes enfants, ils doivent manger, plus salé puis plus gras, fait que je leur dis des affaires comme, "Faut absolument que tu finisses ta poutine, si tu veux être en santé"». Puis là, les gens étaient comme: «Mais voyons donc, ça se peut pas, cette maladie-là». Puis moi, j'étais allée comme rajouter un commentaire sur le Gatorade au parc de dire: «Viens, mon enfant, viens finir de boire ton Gatorade, faut que t'en boives plus, là, il fait Mmh. chaud». Mais, tu sais, je fais des blagues avec ça, mais c'est quand même, même encore aujourd'hui, des fois, je suis comme: «Hey, je le sais que c'est les recommandations de son médecin, puis je le sais que je comprends très bien pourquoi». C'est ça, parce que comme elle est en carence alimentaire, fait qu'on a plein de stratégies, avec des médicaments, avec de la prise de vitamines, plein de suppléments alimentaires qui permet, qu'elle mange comme justement, puis qu'elle prenne du poids. Parce que l'autre affaire, c'est ça, c'est que les personnes qui ont la fibrose cystique sont très généralement en sous-poids parce Mmh. qu'ils sont mal nourris, parce qu'ils Mmh. ont, des carences alimentaires. Fait que la prise de poids est super positive. Puis, je rentrerai pas dans les détails là, sur la maladie, puis sur les traitements. Sauf que en ce moment, il y a un médicament qui est de plus en plus accessible pour les personnes qui ont la fibrose kystique qui s'appelle le Trikafta. C'est un médicament qui est révolutionnaire, qui est comme la chose qui ressemble le plus à une guérison. C'est pas une guérison, mais c'est la chose qui ressemble le plus à ça. Puis là, ben, il envisage, ben, il y a beaucoup de patients qui ont des prises de poids importantes, qui sont liées au fait qu'ils vont mieux, qu'ils sont en meilleure santé, qui ont des meilleures fonctions pulmonaires. Mais là, il y a comme des enjeux qui rentrent là-dedans, d'image corporelle, puis parce qu'on est tellement mais tu sais, Mmh. d'une part, ton corps se transforme, là, fait que tu sais, je veux Mmh. pas comme minimiser l'impact sur une personne qui a vécu toute sa vie comme en sous-poids puis qui se met à engraisser, là, mais en même temps, ça reste que à quel point on vit dans une société grossophobe qui fait que, tu sais, ça peut être mal reçu de prendre du poids alors que c'est un signe de santé puis Ouais. d'amélioration de ta condition de vie, là. Hem Mmh. mais tu sais, c'est compliqué tout ça, là, mais c'est ça. Puis j'étais contente, là, d'entendre Julia dire comme tu sais, c'est ça que la saine alimentation, c'est pas la même chose pour tout le monde, tu sais. Mmh. Merci Catherine de nous partager ta perspective par rapport à ça parce que c'est ça, je pense que si on a, ben, tu sais, un takeaway, je pense, de cet épisode-ci, c'est, hem, essayer de se déprogrammer de plein de messages reçus, tu sais, puis Mmh. si on a une condition médicale particulière, évidemment, comme suivre l'avis de son médecin, faire attention en même temps à la grossophobie, là, dans le milieu de la médecine, mais tu sais, il y a ça à prendre en compte, mais c'est à peu près la seule chose extérieure de laquelle tu devrais te soucier, tu sais, l'opinion d'un Mmh. médecin traitant en lien avec une certaine maladie, parce que pour tout le reste, comme vas-y avec tes besoins, tu sais, toute la Mmh. démarche en alimentation intuitive est basée là-dessus. C'est pas de dire: «Ah, qu'est-ce que je devrais manger?» puis comme: «Ah, j'ai pas mangé assez de légumes aujourd'hui» ou comme, «Ah, j'avais pas faim, comme j'avais pas envie de déjeuner, est-ce que je suis en train», tu sais, puis même dans une approche bienveillante envers soi, on peut se mettre à freaker, genre comme: Ouais. «Oh mon Dieu, j'ai
j'ai pas assez mangé? Est-ce que ça veut dire que j'ai comme une rechute dans mon rétablissement alimentaire? Puis c'est comme, tu sais, reconnecte-toi à toi-même. De quoi tu as besoin en ce moment? Si tu as besoin de manger des bonbons, fine. Puis, tu sais, Mhm. puis ça va plus loin que juste de quoi mon corps a besoin. Ça peut être aussi de quoi ton mental a besoin, tu Mais sais. oui. Puis, j'ai entendu beaucoup de, soit d'activistes en ligne ou même de, nutritionnistes, diététistes dire le emotional eating, là, c'est pas mal en soi. Ouais, C'est ouais, ouais. correct que ça fasse partie de la trousse d'outils que tu as pour gérer tes émotions. C'est correct que Mhm. des fois, tu manges un gâteau pour aller mieux. Il y a rien de Ouais. mal à ça, tu sais? Hem, puis c'est ça, puis c'est pas la perfection non plus. Hem, Ça se peut qu'il y a une journée qui a l'air, sur papier, heu, d'un fail alimentaire, mais je nommais en début d'épisode qu'il y a certaines journées où j'ai de la misère à m'alimenter parce que je suis fatiguée, parce que j'ai pas envie de cuisiner, parce que je suis pas inspirée par rien. Des fois, juste de manger quelque chose, genre manger un paquet de ramen ou finir un sac de chips, je me suis nourrie, genre. Mhm. Aujourd'hui, je suis pas allée dans la restriction alimentaire complète, je me suis Ouais. autorisée à mettre de quoi dans la gueule. Puis ça, c'est un win, genre, tu sais, Tellement. certaines journées. C'est pas parce que je mange des salades tout le temps puis bravo, genre. Mais non, c'est ça, puis j'ai entendu des nutritionnistes dire ça, par rapport à l'alimentation des enfants, parce que, tu sais, des fois aussi pour les parents en général, c'est comme Mmh. un stress, là, tu sais, d'être comme, responsable de l'alimentation de ton enfant, puis de sa croissance, puis tout, puis tout. Mais je l'ai entendu aussi pour des adultes, puis c'est qu'on a comme tendance à avoir la de penser la nutrition comme, tu sais, genre un repas, puis chaque repas devrait être Mmh. parfait, chaque repas devrait compter tous les groupes alimentaires, devraient compter assez de légumes, assez de fibres, assez de ci, assez de ça, alors que l'alimentation, c'est comme un truc overall, là, tu sais, puis c'est Mmh. pas parce que même comme tu dis, tu sais, c'est pas parce qu'une journée tu manges super mal, ben «mal» entre guillemets, là, Ouais, comme, qu'on continue, c'est parce que je veux pas non plus, mais c'est tellement difficile de ouais. comme Tout notre pas vocabulaire parler. est axé là-dessus, ouais. Mais c'est ça, mais tu sais, mettons, mais comme tu dis, tu sais, on s'entend que comme si tu manges, presque pas de la journée puis tu manges un bol de chips, c'est mieux que de pas avoir mangé du tout, mais Ouais. en même temps, ça reste que comme c'est pas une alimentation qui est comme, super variée puis comme, tu sais, qui Ouais, mais c'est ça, mais sur une journée, tu sais, oui, puis mais ça c'est ça, mais c'est une justement, journée, c'est oui. exactement ça. C'est que, comme, faut que qu'on prenne un step back puis qu'on regarde, oui, mais là, c'est parce que t'as pas c'est parce que c'est sûr, là, que si tu penses, Mmh. 4 ans manger juste un bol de chips par jour puis c'est ça ton alimentation, probablement que tu vas avoir des carences alimentaires, j'imagine. Mais c'est pas ça que Mais tu fait, non. là, comme, c'est une journée, là, c'est pas, Ben oui, puis tu sais, c'est ça, j'ai des moments dans l'année, tu sais, mon alimentation est pas la même, de l'été à l'hiver, tu sais, d'une journée à l'autre, dépendamment de est-ce que j'ai dormi ou pas, tu sais, puis c'est ça, accepter la fluctuation, puis ouais. apprendre à se faire confiance, tu sais, puis c'est compliqué parce que comme je disais dans l'entrevue, tu sais, on est conditionné à vouloir comme un guide d'utilisation, là. Ouais. Je vais manger ça tous les jours, puis il y a des gens qui le font. Puis Oui. c'est correct aussi, tu sais, dans le sens où je suis pas là pour juger quiconque, mais il y a des personnes qui décident de manger la même affaire à tous les jours, tu sais. Mmh. Hem, En tout cas, c'est comme une track de conversation que j'hésite à prendre, là, mais dans le sens où tant que tu y trouves ton compte, puis tant que ton c'est parce que c'est ça, on rentre dans l'individuel, puis Ouais. tu peux même plus tu peux pas donner de conseils. Mais non, c'est At the sûr, end of tout le the day, monde c'est ça. C'est comme, est-ce que mmh tu te sens bien par rapport à Mmh. ton rapport à l'alimentation? Puis Mmh. est-ce que tu es suffisamment nourri, tu sais, overall? Je pense que c'est ça le plus important, tu sais. Tellement. Puis là, on voulait terminer en faisant comme quelques petites recommandations de ressources. On voulait mentionner que, ben c'est sûr qu'on vous invite à aller voir le site de Julia. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations là-bas. On va vous mettre tous les liens en description d'épisode. Toutes les choses qu'elle a mentionnées, Oui, là, durant l'entrevue, ça va être là. oui, puis elle nous a envoyé aussi une liste de comptes Instagram vraiment intéressante Mhm. à suivre, fait qu'on va, vous relayer ça dans nos réseaux sociaux, puis, dans
le lien de l'épisode. Puis, on voulait comme faire un shout-out à un podcast québécois qui est assez intéressant, que moi, j'aime vraiment beaucoup. Puis, je sais que Marie, toi aussi, c'est le podcast On s'appelle et on déjeune, qui est animé par 2 nutritionnistes québécois, donc Bernard Lavallée et Catherine Lefebvre. Puis, c'est super intéressant, c'est super varié, ils parlent de plein de sujets. Moi, un de mes épisodes préférés ever d'eux autres, c'est la fois qu'ils se sont intéressés aux saveurs puis qu'ils ont testé plein de saveurs de chips. C'était vraiment très drôle, fait que tu sais, ça va comme très globalement dans l'alimentation, mais parle de plus en plus d'alimentation intuitive, puis une des affaires que j'aime le plus de ce podcast-là, c'est qu'ils ont été super ouverts sur tout leur cheminement dans les dernières années, parce que, ben, puis Julia l'a mentionné dans son entrevue, là, c'est pas leur formation qui les a amenés à parler d'alimentation intuitive, là, tu sais, ça les a amenés à remettre en question beaucoup de choses qu'ils avaient appris à l'école, puis qui étaient même à la limite contraires à ce qu'ils faisaient là, dans leur profession. Fait que, honnêtement, je trouve ça vraiment le fun de voir, puis de les voir comme, tu sais, je trouve que c'est très... ils approchent ça avec beaucoup d'humilité, là, je trouve, là, de faire « Hey, pour vrai, avant, je pensais ça, ou je recommandais ça, ou c'est comme ça que je travaillais, puis maintenant, voici comment ma pensée a changé, comment ma pensée a évolué, voici qu'est-ce qui m'a aidé. » Puis ils sont vraiment ailleurs, puis c'est vraiment le fun, là. Ouais, très cool podcast. Fait que merci d'avoir été à l'écoute de notre série sur la grossophobie et on serait curieuse, Catherine et moi, de savoir, tu sais, c'est quoi vos réactions par rapport à l'épisode? Est-ce que c'était une introduction pour vous à l'alimentation intuitive ou si c'est quelque chose que vous déconstruisez depuis quelques années, là, l'approche inclusive à l'égard du poids? Où est-ce que vous êtes rendu? Si vous avez envie de nous le partager, on serait bien contente. Fait qu'envoyez-nous vos réactions, là. Vous pouvez nous envoyer des DM sur Facebook ou sur Instagram avec le handle entredeuxeaux.balado. Puis, vous pouvez répandre la bonne nouvelle autour de vous. Si vous aimez le podcast, parlez-en à votre tante, à votre cousin, à votre collègue, à votre best. Le bouche à oreille, c'est vraiment la meilleure façon de faire connaître les podcasts. Puis, vous pouvez aussi partager la bonne nouvelle plus... en tout cas, visuellement, mettons, là, sur vos médias sociaux, vous pouvez faire une story, un post en nous taguant, puis on est juste contente de savoir que vous nous écoutez, puis que vous nous envoyez de l'amour. Puis, un autre moyen de nous aider à faire rayonner le podcast, c'est d'aller nous mettre 5 étoiles dans Apple Podcasts et dans Spotify. C'est vraiment apprécié. Et si vous en avez les moyens, vous pouvez joindre les rangs de nos flotteurs, c'est-à-dire les personnes qui contribuent financièrement au balado. Donc, vous pouvez programmer un don récurrent ou faire un don unique à Entre Deux Eaux pour aussi peu que 1 $ par mois. Et en échange, vous allez recevoir quelques fois par année des épisodes exclusifs. Toutes les infos pour nous soutenir sont sur notre page web au entredeuxeaux.pinecast.co dans l'onglet « Nous soutenir ». Et puis, dans 2 semaines, on va s'attarder à un autre sujet, puis on fait encore plus éclater le format de l'épisode. On a une invitée spéciale, puis on fait vraiment un deep dive sur nos identités queer, puis comment qu'on vit notre queerness. Alors, c'est à ne pas manquer dans 2 semaines. Bye bye! Bye bye! Entre Deux Eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, à Montréal, au Tiohtià:ke, un territoire autochtone non cédé qui est gardé par le peuple Kanien'kehá:ka. Et moi, Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Poulain pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.